Bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui à ce webinaire Meilleures pratiques de gestion de la sous-traitance et des approvisionnements en temps de pandémie. Je vous propose de commencer tout de suite, puis on va laisser au fur et à mesure les gens vont se connecter. Donc, merci encore une fois d'être ici. Merci aussi à nos deux conférenciers, Pierre-Laurent Boudria, qui est conseiller manufacturier chez STIC, et Réal Julien, qui est président de J2 Gestion d'approvisionnement. Je vais les laisser se présenter dans quelques minutes. Merci également au CNRC pour leur appui financier, sans qui ce webinaire ne pourrait être présenté aujourd'hui. J'aimerais vous informer que la présentation va être disponible après la présentation. Donc, après la conférence, on va vous l'envoyer par courriel, en même temps qu'un sondage de satisfaction auquel nous vous invitons à répondre. Et le webinaire va être d'une durée d'1 heure, soit 45 minutes de contenu et 15 minutes de questions. Au sujet des questions, vous avez en bas là, un onglet qui est Q et R. Donc, nous vous invitons à poser vos questions directement là par écrit. Et moi, là, à la fin du 45 minutes, je vais m'assurer de poser vos questions à nos deux conférenciers. Dans la mesure du possible, je vais essayer de prendre toutes les questions. Et voilà, donc sans plus tarder, je vais céder la parole à Pierre-Laurent et Réal. Merci beaucoup d'être là. Alors, bonjour à tous et à tous. Merci d'être présent aujourd'hui. Je suis Pierre-Laurent Boudria, ingénieur et conseiller manufacturier pour STIC. Pour ceux qui nous connaissent un peu moins, STIC, on est une association principalement de manufacturiers. On est multisectoriel. On est dans la plupart des grandes chaînes d'approvisionnement, que ce soit au niveau du transport, de l'aéronautique, des mines, de l'énergie, aussi l'aérodéfense. Chez STIC, on a comme principale mission de favoriser le développement des entreprises de deux façons. Premièrement, on a toute une dimension de maillage avec une organisation d'événements et puis on a également là, des services pour des occasions d'affaires, des appels d'offres. On a aussi l'autre dimension là, qui consiste à fournir des services professionnels, donc tout ce qui s'appelle conseil aux entreprises pour favoriser leur développement au niveau de leur gestion des meilleures pratiques. Et puis, chez STIC, là, on est à même d'aider les entreprises là, pour plusieurs besoins là, dans les contextes des grandes chaînes d'approvisionnement. Réal? Alors, merci Pierre-Laurent. Réal Julien, président de J2, Gestion d'approvisionnement. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, J2 est une firme conseil en gestion de la chaîne d'approvisionnement, œuvrant dans 3 types de services. Service conseil, service d'impartition temporaire et aussi service de formation, donc fait de la formation au niveau achat. On existe depuis 2008, donc on est dans notre 12e année, plus de 50 employés. Et je remercie le STIC d'avoir pensé à nous pour ce webinaire, un premier webinaire pour moi en passant, et en espérant enrichir et partager sur les connaissances au niveau de la chaîne d'approvisionnement dans un contexte de pandémie, mais aussi qui pourrait s'adapter à toute autre crise aussi. Donc, bon webinaire. Merci, Réal. Donc, sans plus tarder, on va passer au vif du sujet. Juste un bref rappel, parce que c'est les approvisionnements, c'est un service des entreprises qui doit composer avec le contexte d'affaires générales et qui doit composer également avec le contexte de l'entreprise pour bien les servir. Donc, au niveau du contexte général, juste à titre de rappel, il y a des entreprises qui ont fermé là, pour tout ce qui s'appelle secteur non essentiel. Il y a une réduction de certaines activités pour toutes celles qui sont multisectorielles. Là, on ne parle pas seulement des grands donneurs d'ordre, on parle de toutes les chaînes d'approvisionnement qui sont touchées comme ça. Il y a des repositionnements également qui s'opèrent. On a plusieurs demandes là, actuellement là, pour des gens qui vont fabriquer des nouveaux produits ou qui vont servir de nouveaux clients, ce qui impacte également la chaîne d'approvisionnement. Il y a d'autres entreprises qui doivent réellement intensifier leur production dans certains secteurs essentiels. Bref, les chaînes d'approvisionnement, elles, sont perturbées, tant au niveau local qu'au niveau international, où il y a des variations importantes d'une région à l'autre, d'un pays à l'autre.
Donc, les chaînes d'approvisionnement vont devoir composer avec ce contexte-là. Au niveau de l'entreprise elle-même, c'est sûr, on entend beaucoup parler de disponibilité de personnel et de contexte de travail, mais au-delà de ça, là, il y a une variation qui est importante au niveau de la demande et des ventes. Pour les produits de consommation, c'est le cas, mais c'est le cas également là, dans plusieurs secteurs là, des grandes chaînes d'approvisionnement. Pour s'adapter, plusieurs entreprises se sont repositionnées. Il y a une adaptation des opérations qui est nécessaire à ce moment-là. Il y a des difficultés à se procurer des produits et services. Et puis, dernièrement, là, au niveau des approvisionnements, là, il y a un impact là, sur les plans et les projets stratégiques. Donc, si vous avez fait vos projets stratégiques en début d'année, peut-être qu'à ce moment-ci, ils sont déjà mis en pause et sinon, ils seront reconsidérés, j'en suis pas mal certain. Il y a un impact non négligeable, on en parle beaucoup dans les journaux également, sur la rentabilité et les liquidités d'entreprise. Et ça, ici, c'est quelque chose qui va se répercuter directement sur les objectifs des approvisionnements. Donc, à ne pas perdre de vue. Donc, tout ça pour vous dire que tous ceux et celles qui pensent ou qui font affaire avec des achats comme à la normale, qui devraient continuer d'acheter des produits qu'ils utilisent habituellement, de la façon qu'ils font habituellement, ce n'est plus le cas. Et c'est pour ça que ça va être important de se doter d'une méthodologie qui va permettre de gérer l'ensemble de la situation et qui va permettre également de rencontrer des objectifs d'entreprise. Donc, la méthodologie, Réal et moi, on en a discuté pendant un certain moment. On est arrivé au consensus qu'il y a réellement 9 points à considérer. Il y en aura une suite après la crise là, pour tout ce qui va s'appeler gestion du risque, qu'on remarque qui est rarement présente dans les entreprises. Là, à plus de 75% des entreprises que nous, on visite, ont peu ou pas de stratégie en termes de gestion du risque ou de pratique. Donc, là, au niveau on va essayer de le considérer au niveau de la démarche générale. Et puis, on l'a fait en 9 points. Donc, on va parler d'établir tout d'abord les stratégies générales de l'entreprise, puis de déterminer des objectifs spécifiques aux approvisionnements. On va déterminer des priorités en matière d'approvisionnement eux-mêmes. Et ensuite de ça, on va se constituer puis on va suivre un plan d'action priorisé. On va maîtriser les stocks. Là, jusqu'à présent, là, on n'est qu'à l'interne. On va aller vers l'externe par la suite. On va aller gérer les fournisseurs actifs, les commandes en cours. Dans les causes où on en aura besoin, on y remettre en place des sources alternatives d'approvisionnement. Il faudra par la suite gérer la qualité à la réception puis en cours de fabrication, parce que ça va être une chaîne, il va falloir toujours continuer à comprendre le contexte qui évolue constamment. On va enfin planifier le retour à la normale et puis en clôture, on fera un post-mortem sur la gestion de crise qui, on l'espérera, va déboucher sur des nouvelles pratiques d'affaires pour l'entreprise et puis qui va déboucher également sur la mise en place de structures qui permettront à l'entreprise de continuer, qui permettront la pérennité de l'entreprise. Au niveau des stratégies de l'entreprise et des approvisionnements, c'est le premier pas. Parce qu'il faut considérer que les approvisionnements, c'est un service de l'entreprise. Donc, la première chose à faire, c'est de comprendre le contexte particulier de l'entreprise pour avoir un état de la situation qui est clair, tant au niveau des clients, des fournisseurs, des opérations, mais aussi des finances, des liquidités. Tout ça va donner le contexte d'approvisionnement, puis va permettre d'aboutir à un contexte qui est particulier pour les achats. Donc, ça va déjà permettre à l'acheteur ou au directeur des approvisionnements d'aller ajuster ses stratégies. Pour les entreprises qui ont des commis aux achats, mais pas de direction d'approvisionnement, on assume que leur rôle va être de définir les objectifs et puis de recadrer les approvisionnements va être assumé par les directions d'entreprise.
ou par les présidents de PME, le cas échéant. Ensuite, l'entreprise doit établir des stratégies générales. C'est important de déterminer quels sont les clients qui sont prioritaires. Est-ce que c'est les plus gros? Est-ce que ce sont des clients qui tombent dans des secteurs stratégiques à développer? C'est à considérer. Et puis, quels sont les produits prioritaires également? Il y a des produits qui vont être en perte de vitesse. Il faut s'y attendre. Ces produits-là, qui ne sont pas immédiatement requis, devraient être ciblés pour ajuster les opérations de l'entreprise. Ensuite de ça, fixer des objectifs financiers généraux pour l'entreprise. Également, c'est important. L'impact doit être direct vers la gestion des approvisionnements qui représente en moyenne entre 30 et 70 % du chiffre d'affaires de l'entreprise, dépendant du niveau d'achat et de main-d'œuvre. Mais on peut comprendre qu'une entreprise, on va dire une moyenne de 50 % du chiffre d'affaires minimum, va avoir un impact sur les objectifs financiers et généraux. Donc, c'est important d'aller déterminer des objectifs à ce moment-là. Et puis finalement, tout ce qui s'appelle des indicateurs de performance à suivre. Ici, on conseille vraiment aux entreprises d'aller déterminer des indicateurs de performance à très court terme, des indicateurs directs. Comme on est en situation d'urgence, c'est important d'aller prendre une unité de mesure qui nous permet de connaître notre volume de production et non pas une mesure indirecte. Une mesure indirecte, ça pourrait être un résultat financier, mais on peut conclure qu'un résultat financier qui est disponible une fois par mois ne va pas suffire à passer une crise qui se gère au jour le jour. Même chose au niveau de la production. Ce qu'on veut savoir, c'est combien d'unités sont produites, plutôt que de savoir si on est à temps sur nos livraisons, les dates promises aux clients. Donc, il faut vraiment aller gérer le volume ici. Ce qui va donner un impact aux approvisionnements également. Par la suite, une fois qu'on aura mis ces stratégies-là à jour pour le contexte général de l'entreprise, on va aller les mettre à jour en continu. C'est important, là, on voit une évolution tous les jours, encore au Québec. Je sais qu'il y a des participants canadiens dans les autres provinces aujourd'hui. Donc, au Québec, on vient de rouvrir des nouveaux secteurs qui sont tombés essentiels, qui ne l'étaient pas. Donc, c'est important d'avoir des stratégies qui sont mises à jour en continu. Pour ça, mettre une instance de spécial de suivi à haute fréquence. Ici, là, on parle souvent de war room, on parle de poste de commande. Il y en a qui vont employer même des méthodes comme OBEA, qui vient de la méthode Toyota. On vous conseille de mettre en place une structure de suivi là, qui vous permet de savoir à tout moment quels sont vos résultats, quelles sont vos actions en cours, pour les mettre à jour en continu et puis pour informer, pour assurer la coordination constante de l'ensemble des équipes au niveau des opérations, puis aussi mettre au parfum, évidemment, le développement des affaires qui ont besoin de ces informations-là. Donc, on va confier la veille informationnelle aux gens, puis on va ajuster en fonction de la performance puis du contexte constamment. Ceci dit, ça c'est pour l'entreprise. Au niveau des approvisionnements, très, très important de viser des besoins réels et actuels. Si il y a des produits qui sont ciblés, on en a parlé là, s'il y a des produits qui sont ciblés, admettons, je veux fabriquer maintenant des respirateurs artificiels, bien, ce sont des besoins réels et actuels. Donc, on va mettre des objectifs pour les approvisionnements pour aller vers les produits qui sont prioritaires. Ensuite, on va considérer les liquidités, on en a parlé, et puis prévoir une structure de rapport journalier. Ici, on parle au niveau des approvisionnements de donner un feedback tous les jours, constamment, vers la direction de l'entreprise pour qu'elle puisse ajuster ses activités. Si, par exemple, il y a un fournisseur important,
qui devait fermer ses portes, ben, c'est une information qui doit remonter à la direction parce qu'il va y avoir des délais, parce qu'il va peut-être y avoir des impossibilités également. Là-dessus, je vais passer la parole à Réal, qui va vous entretenir là, au point de vue particulier des objectifs, des priorités en matière d'approvisionnement. Alors, merci, Pierre-Laurent. Écoutez, tu m'as passé le contrôle aussi, Pierre-Laurent? Oui, là, tu l'as. Excellent. Ben, merci, Pierre-Laurent. Donc, dans les prochaines minutes, on va voir au niveau des approvisionnements ce qui peut découler d'un plan en lien avec le plan de l'organisation. Donc, un coup que l'organisation a défini son plan d'action, a défini ses objectifs, il faut en tant que nous, département achat, approvisionnement ou directement au niveau de la chaîne d'approvisionnement, évaluer l'impact de la stratégie et des objectifs sur notre organisation. Okay? On va faire une analyse sommaire des besoins en approvisionnement. On va faire une analyse sommaire des nomenclatures ou des Bill of Material, les fameux BOM. Okay? Et à ce moment-là, être en mesure de pouvoir déjà faire des semi-plans, prendre des pré-décisions en lien avec le contexte et en lien aussi avec une certaine flexibilité qu'on va devoir être proactif dans une optique où l'organisation décide, elle, de changer de cap, qui peut arriver. Okay? On va aussi analyser nos niveaux d'inventaire en lien avec l'objectif de l'organisation. Est-ce que notre niveau d'inventaire, jusqu'où elle nous mène, et ainsi de suite. De là, il va falloir aussi établir la liste critique et analyser l'impact des fournisseurs. Si on décide de continuer dans la même lignée et mettre l'emphase sur un produit, qui sont les fournisseurs critiques, okay? Et analyser leur impact dans une optique de, capacité, d'analyser l'impact aussi relationnel. Présentement, on s'entend qu'on est dans des situations exceptionnelles, donc il se peut qu'on prenne des décisions exceptionnelles aussi. Donc, quel est le niveau de la relation qu'on a avec les fournisseurs? Et il ne faut pas oublier l'élément des payables, parce que dépendamment de l'organisation, s'il y a certains retards au niveau payable et ainsi de suite, ça se peut qu'on ait moins la collaboration. Donc, tous ces éléments-là font en sorte que ça va nous permettre de prendre les meilleures décisions possibles avec le data qu'on a présentement. L'autre chose aussi qui est important, et on va le voir aussi un petit peu plus en détail tantôt, validation des éléments contractuels. Okay? Pour faire certains diagnostics et faire de la formation, l'élément contractuel, l'élément légal au niveau chaîne d'approvisionnement dans nos PME au Québec est, disons, un élément qu'il faut mettre de l'emphase. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, une clause de force majeure peut être applicable. Okay? Donc, c'est important de valider qui des fournisseurs critiques qui sont sous contrat, si on a des contrats avec les fournisseurs critiques, les termes et conditions de nos bons commandes, les fameux T's and C's. Okay? Est-ce qu'on a des T's and C's? Et aussi, est-ce que le contrat, c'est un contrat qui provient du fournisseur qu'on a signé ou si c'est notre propre contrat et regarder et analyser l'impact de ces derniers. Okay? Donc, on parle de clause de force majeure. On peut même parler d'éléments de résiliation encore en cas de force majeure. Autre chose, analyser les bons de commande en cours et analyser aussi la projection des bons de commande. On va en revenir un petit peu plus loin. L'autre chose aussi qui est important, puis on riait, moi puis Pierre-Laurent, quand on a fait la présentation, c'est qu'on ne mettra jamais assez d'emphase sur l'élément de communication. Okay? Pierre-Laurent disait tantôt de mettre une cellule en amont au niveau de l'organisation. Je vous suggère fortement de créer votre propre cellule au niveau interne, au niveau du département achat, autant pour canaliser l'information et s'assurer de la validation de l'information et aussi d'avoir un point de contact par rapport à votre département. Dans le fond, qu'est-ce qu'on veut savoir? C'est qui dit quoi, à qui
et surtout quand. OK? Donc, à ce moment-là, c'est des éléments qui sont hyper importants. L'autre chose, c'est dans le plan de communication, on est dans des situations exceptionnelles. Donc, il faut s'assurer de la compréhension de la communication. Parce que peut-être à l'interne, je vous donne une analogie, nous, on appelle un chat, notre fournisseur un félin et notre client un minou. Okay? Mais il faut s'entendre sur la même dénomination, il faut s'entendre sur le même vocabulaire. On n'a plus le temps dans cette situation-là de commencer à interpréter des discours. Okay? Donc, est-il arrimé aussi sur une vision commune entre les achats et l'organisation et le client? Tu m'as donné le… Ah oui? Oui. OK, on va voir. Ça dit que tu es en contrôle. OK. Ça te va? Non. OK, je vais le reprendre. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Salut. Okay. Ah, OK. Excusez. Alors, évaluation de l'impact. Analyser les nomenclatures des produits. C'est qui a fait ça, non? OK. Est-ce que tu as un petit… Un lag? Oui, il y a un lag. Là, toi, es-tu là-dessus, là? Non, moi, je touche à rien. J'ai mes deux mains ici. C'est bon. OK, excellent. Désolé, les joies du direct, comme diraient les artistes. Donc, analyser les nomenclatures de produits. Prendre les pré-décisions. Exemple, oui, il y a des fournisseurs critiques, il y a des fournitures critiques, mais dans certains BOM, tu n'as pas nécessairement des produits critiques non plus. Donc, à ce moment-là, est-ce que, prendre un exemple, les paires de gants. Si notre fournisseur n'est pas en mesure de nous fournir les paires de gants, bien, ce produit-là, jusqu'à une certaine limite, est assez substituable. Donc, on peut aller à la quincaillerie du coin. Donc, de commencer à faire des pré-décisions. Chose importante aussi que je vois de temps en temps dans certaines organisations, les acheteurs, sauf exception, les acheteurs, nous ne sommes pas des ingénieurs. Il faut faire force de proposition, d'amener les solutions, mais c'est l'équipe d'ingénierie, l'équipe de production qui va prendre la décision finale. Déterminer les pièces critiques et les priorités. Donc, dépendamment aussi de l'ordonnancement de vos bons de commande, ça se peut que vous ayez, on va le voir aussi plus tard, à refaire l'ordonnancement des commandes. Comme Pierre Laurent disait en début, bien, notre façon d'acheter d'hier va être différente d'aujourd'hui. Donc, au niveau des priorités, pour des raisons X, Y, Z dans votre stratégie, peut-être que vous faisiez tout rentrer dans un lot, mais peut-être qu'il va falloir revoir cet élément-là et les éléments d'ordonnancement. Déterminer le niveau des stocks et effectuer les projections. Ça se peut que dans vos systèmes ERP, vous ayez plus vous fiez à vos systèmes ERP puis d'y aller vraiment de façon si vous me prêtez l'expression un peu cowboy, là, de faire un fichier à part puis d'y aller avec ça temporairement. Ou, si votre système est fiable, bien, de revoir les éléments de votre système, les min, les max, et ainsi de suite. Okay? Et aussi en lien avec les projections pour être sûr et certain de pouvoir être en mesure de rencontrer les demandes de production. Ce que nous, aux achats, on va demander aussi en termes de visibilité, ce n'est pas aussi de la visibilité tant de la part de notre fournisseur, mais c'est de la visibilité interne aussi. À savoir avec production, à savoir avec qualité, qu'est-ce qui se passe par rapport à nos stocks? Est-ce qu'il y a eu, on va en parler un petit peu plus tantôt en détail, par rapport à les non-conformités, par rapport à la substitution et ainsi de suite. Quand on a validé nos BOM, quand on a déterminé nos pièces critiques, les priorités, déterminé le niveau des stocks, je vous conseille de revalider la liste de vos fournisseurs critiques. Parce que ça se peut qu'il y a des fournisseurs qui aient été déclassés et que d'autres fournisseurs aient pris la place. La liste des fournisseurs critiques. Comme je disais tantôt, analyser l'état de la relation avec les fournisseurs. N'oubliez pas les payables. Est-ce que présentement, votre relation avec le fournisseur, c'est une bonne relation? Okay? Est-ce que présentement, votre
fournisseur, c'est un fournisseur sur lequel vous pouvez vous fier. L'élément contractuel, okay? C'est des choses qui sont souvent… tout le monde veut signer des contrats, mais on est peu enclin à connaître vraiment la teneur et la portée des contrats. Surtout dans une situation comme on est présentement, en temps de pandémie, en gestion de crise, ces clauses de force majeure-là peuvent avoir un impact assez important, surtout si vous signez le contrat de votre fournisseur. De l'autre côté, ces clauses de force majeure-là ont des étapes avec des délais d'extinction. Okay? Il faut en comprendre la portée. Okay? Déterminer les conditions d'achat sur les bons de commande. Je vous suggère de mettre des petites clauses sur les prochains bons de commande en période de crise qui vont vous protéger et aussi qui vont protéger le fournisseur parce qu'il faut faire attention. C'est un effet de domino. Notre client a décidé de ralentir sa cadence, donc nous, on ralentit la cadence, donc il faut s'assurer que nos fournisseurs suivent et les fournisseurs du fournisseur aussi, parce que n'oubliez pas, l'analogie d'une chaîne, là, ça peut aller très, 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 très loin. Donc, il y a des clauses simples à mettre sur des bons de commande. Si vous n'avez pas le temps de les mettre sur les bons de commande, envoyez un courriel. Exemple, Pierre-Laurent, par rapport à tel bon de commande, s'il vous plaît, il se peut que les livraisons soient devancées, retardées ou temporairement suspendues pour la raison que tu connais. La situation d'aujourd'hui nous demande aussi à revoir nos façons de faire. Okay? Il n'y a pas de livre de gestion de supply chain en temps de pandémie. Donc, on entend de plus en plus la protection individuelle. Donc, ça se peut que votre organisation décide d'implanter et déployer des éléments pour la protection des employés qui ont un impact chez le fournisseur. Donc, c'est de l'aviser. Si vous avez le temps de faire une clause, correct. Si vous n'avez pas le temps, un courriel. Okay? Analyser les demandes en cours et ouvertes et émettre des ajustements le cas échéant. Ce que je vous suggère de faire, c'est que dans certains cas, d'y aller avec une charte de couverture. Oublions les dates de livraison au bon de commande présentement et allons-y de façon factuelle avec ce qu'on a en inventaire, ce qu'on va produire et qu'est-ce qu'on va produire dans les semaines avec des délais de livraison qui vont jouer dans le temps. Le plan de communication. Je disais tantôt, s'assurer de la compréhension des éléments à communiquer. Okay? Ne présumez pas que votre fournisseur comprend à 100% votre communication. Assurez-vous qu'ils comprennent votre communication et qu'est-ce que vous attendez de votre fournisseur. S'arrimer sur une vision commune. Okay? Donc, voici les raisons pourquoi on agit comme ça, parce que l'objectif final, cher fournisseur, c'est A. Il faut qu'ils comprennent cet élément d'objectif final-là. À l'interne, Pierre-Laurent tantôt disait de créer un war room, mais je vous suggère aussi à l'interne, au niveau des achats, d'avoir une petite cellule de gestion de crise et de demander ça aussi à vos fournisseurs, cette petite cellule de gestion de crise-là, et de désigner un responsable des communications. Si vous avez une structure achat avec un superviseur ou une gestion achat, bon, on s'entend que ça va être le gestionnaire en place qui va prendre la pôle. Okay? Mais si vous n'avez pas cette structure-là, ou vous avez une structure holocratique au niveau des achats, désignez quelqu'un qui va être responsable. Okay? Et assurez-vous de bien communiquer et d'avoir l'information juste. Perso, j'aime mieux qu'on me dise « je n'ai pas la réponse » que d'assumer une réponse. Okay? Mais allez chercher les réponses. À l'externe, prévoir un poste d'écoute des fournisseurs avec des éléments de discussion précis. Okay? D'avoir du temps d'antenne avec les fournisseurs, comme indiqué sur le prochain point. Est-ce que pour
dépendamment de la criticité des fournisseurs, peut-être certains fournisseurs, vous allez leur demander d'avoir des points de communication 2 fois par jour, 3 fois par semaine, et ainsi de suite. Partager les prévisions de commande aussi, en disant, regarde, techniquement, là, pour la prochaine semaine, on devrait produire tant de stock. Donc, assure-toi de votre côté que vous ayez aussi ce plan d'action-là. Comment s'assurer de ça? Mais c'est de travailler en transparence avec votre fournisseur parce que, n'oubliez pas, je me répète, je suis redondant, je fais exprès, c'est un effet de domino. Donc, ce que vous demandez à vos fournisseurs, en tant qu'acheteur, vous devriez vous assurer que ce qui est demandé est redescendu aussi à leur base de fournisseurs. Partager les prévisions de commande, j'en ai parlé tantôt. Faire le point sur les commandes en cours. Donc, ça se peut que les commandes en cours, vous ayez des commandes qui étaient basées sur vos anciens paramètres d'inventaire. Est-ce que vous avez toujours besoin de 1500 pièces? Peut-être pas. Et en gérant le fournisseur de cette façon-là, il se peut aussi que ça lui donne une capacité de production pour passer d'autres de vos pièces qui sont en lien avec cet élément-là. Donc, un élément de planification en tant que tel. Okay? Donc, soyez à l'écoute de vos fournisseurs aussi, là. Okay? Ce qui est important, c'est d'être aussi à l'écoute de vos fournisseurs. Pourquoi? Parce que les fournisseurs sont les experts dans les produits ou services qu'ils vous offrent. Donc, ils peuvent être un élément de substitution ou suggérer une substitution. Stratégie à adopter dans une optique de gestion de fournisseurs. Bien, écoutez, cette stratégie-là, en tant que telle, je vous la conseille même quand on n'est pas en temps de crise. C'est une stratégie basée sur une confiance mutuelle, un respect, une communication de transparence entre l'entreprise de fournisseur et le client, le cas échéant. De plus en plus, on entend parler que le end user, donc l'utilisateur final, peut remonter la chaîne d'approvisionnement et s'assurer de son bon fonctionnement. Donc, je pense qu'une stratégie basée sur la compréhension, sur la confiance mutuelle peut être un élément excessivement gagnant. Communiquer avec les fournisseurs critiques afin de connaître leur situation. Important de connaître la situation de votre fournisseur. Présentement, est-ce qu'il est en sous-capacité, en surcapacité? Est-ce qu'il est fermé? Ça se peut qu'il soit fermé. OK? Autre élément aussi, on en parlait, c'est d'élaborer conjointement la charte de couverture selon le plan du directeur de production et surtout d'aviser votre fournisseur de la flexibilité ou le possible retard ou devancement qu'il peut y avoir. OK? Et je ne mettrai jamais l'emphase assez là-dessus. Souvent, on connaît nos fournisseurs pour qu'est-ce qu'on achète, le produit qu'on achète, exemple, la tasse qu'on achète ici, mais ça se peut que le fournisseur ait des produits de substitution qu'on n'a pas nécessairement pensé. Donc, encore là, on n'est pas des ingénieurs, on n'est pas des agents de méthode, on n'est pas des gens de production, on est des gens qui doivent faire force de proposition dans l'organisation, mais on est une vitrine sur le marché. Donc, si on continue, plan d'action au niveau des stocks, valider la précision des stocks et des données du système d'inventaire. Okay? Ce qui va être important à comprendre, c'est que pour faire des diagnostics au niveau des inventaires, souvent, il y a un mismatch, il y a une non-précision entre les données réelles et les données d'inventaire. Donc, ça se peut que durant cette période-là, vous soyez, et je vous suggère aussi d'aller sur le plancher et de valider le niveau des stocks physiquement. S'assurer que les requis système sont réels et les ajuster. Donc, si vous utilisez votre système ERP/MRP pour la production, même dans ces temps-là, bien, validez avec les gens à l'interne, à savoir, hey, les requis que j'ai dans le système, les suggestions d'achat que j'ai dans le système, sont-ils réels en lien avec l'objectif de l'organisation? Et de les ajuster au fur et à mesure. Mettre en place un décompte cyclique, justement pour s'assurer de la précision des inventaires. Revoir l'ordonnancement des bons de commande. Donc, j'en parlais un petit peu plus tôt.
ça se peut que vos bons de commande, autant des quantités, autant des livraisons ne soient plus adéquats en lien avec le nouveau plan de directeur de production. Tenez compte des rejets et tenir compte des non-conformités qui peuvent avoir un impact sur la quantité à vos bons de commande. Revoir les projections en vertu du bon de commande, mais tous ces éléments-là, en tant que tels, devraient être des éléments qui font en sorte qu'avec, dans vos cellules de crise internes d'achat et dans vos cellules de crise internes de l'organisation, d'avoir cette visibilité-là. L'autre élément aussi à ne pas sous-estimer, c'est que si vous faites des changements dans vos systèmes, ayez un journal, ayez un historique des changements que vous avez faits. Si vous avez changé des min-max, si vous avez changé des cartes en banc et ainsi de suite, bien, assurez-vous d'avoir une traçabilité pour quand il va y avoir un retour à la normale, que vous puissiez ajuster vos éléments d'inventaire et aussi d'en faire part à vos fournisseurs. Et autre élément, c'est la communication à l'interne doit se faire à des fréquences définies en lien avec ces changements-là aussi. Donc, Pierre-Laurent? Ça marche. Merci beaucoup, Réal. Donc, on avait établi des stratégies d'entreprise. Là, on a parlé de stratégie, on a parlé d'action pure au niveau de la gestion de nos stocks, de nos fournisseurs. On sait qu'en temps de crise, ça va être perturbé. On va avoir des fournisseurs qui vont nous faire défaut. On le sait d'avance. On en a des exemples tous les jours statistiques actuellement où les entreprises doivent aller développer des sources alternatives. Pour les achats, pour les approvisionnements, les sources alternatives, il ne faut pas les prendre à mesure que les dossiers s'accumulent sur le bureau. C'est vraiment important là, dans la cellule de crise des approvisionnements de les prioriser. Quelles sources alternatives doivent être mises en place de façon prioritaire. De cette façon-là, parce que développer une source d'alternative d'approvisionnement, c'est réellement beaucoup plus d'efforts. Si j'ai un fournisseur régulier, passer un PO, c'est des fois peut-être 10 minutes, mais chercher un nouveau fournisseur, développer un nouveau produit, l'effort investi est réellement beaucoup plus important. Donc, pour les sources d'approvisionnement qui vont suivre, c'est important d'aller les prioriser, puis après ça, d'aller comprendre l'impact sur l'organisation du type de source alternative qu'on va mettre en place. Donc, la priorisation, c'est en fonction des produits clés, évidemment. Les autres produits qui deviendraient en rupture de stock. Puis finalement, tout ce qui est en disponibilité, en disponibilité limitée tant pour les produits que pour les services. Donc, ça se peut que je puisse faire un temps avec ça me procure seulement un délai, il va falloir que je le fasse. Évidemment, l'autre qui est en mode d'urgence va prendre toute la place en priorité. Ensuite de ça, parlant de sources alternatives, on conseille réellement d'aller pour chacun des fournisseurs, chacun des produits, déterminer si vous avez un plan de contingence à mettre en place. Si c'est un produit qui est unique, si c'est un fournisseur qui est unique, on sait qu'il y a une évolution dans la pandémie, dans la situation actuelle. Ça va être important d'aller faire une prédécision, à savoir comment est-ce qu'on va développer une source alternative d'approvisionnement. Pardon. Évidemment, ça va être après avoir servi tout le reste, mais il est important de réaliser qu'il y a des fournisseurs qui pourraient fermer en cours de route ou avoir des défauts eux-mêmes d'approvisionnement auprès de leur propre chaîne d'approvisionnement. Donc, qui vont vous faire défaut par la suite. Dans les types de sources alternatives, je les ai listés ici en ordre de complexité de développement. Évidemment, les fournisseurs de relève vont être plus faciles que des nouveaux fournisseurs à mettre en place, puis plus faciles que des solutions puis des produits alternatifs qu'on n'a jamais utilisés. Au niveau des fournisseurs de relève, ce sont des fournisseurs qui sont déjà approuvés. Si vous aviez un plan de contingence qui était déjà en place, si ce n'est pas fait, on vous conseille de le faire.
Donc, ce sont des gens qu'on connaît déjà. Ils ont déjà soumissionné sur des pièces chez nous. Peut-être que c'est notre fournisseur B. Il y a 80% chez un fournisseur puis 20% chez un autre juste pour le maintenir. Mais c'est des gens qui connaissent déjà les produits, qui peuvent prendre la relève. Dans la démarche, c'est important là, à ce moment-là de ne pas envoyer de PO surprise, comme on appelle. Dire, ah ben j'en ai besoin, là, envoie-moi 200 moteurs. S'il ne l'attend pas, la commande, ça se peut que vous ne l'ayez pas. Contactez les fournisseurs, demandez c'est quoi leur capacité actuelle, puis essayez de voir aussi c'est quoi les autres produits, les autres alternatives qu'ils ont pour vous aider. Vous allez valider les produits puis les services si c'est nécessaire, surtout si c'est des produits que ça fait longtemps que vous n'avez pas utilisés. Si vous aviez un ancien fournisseur que vous décidez de réactiver, il y a des produits qui vont devoir être revalidés à ce moment-là. Peut-être que chez lui, vous ne l'avez pas suivi aussi près. Il y a peut-être des procédés de fabrication qui ont changé, peut-être ses propres fournitures. Donc, il y a des choses à revalider. Essayez de conclure également une entente pour les besoins actuels. Quand on parle de besoins actuels, c'est que vous êtes dans une situation temporaire. Si vous allez signer, ce n'est pas nécessairement le temps d'aller signer des contrats à longue échéance. Ce n'est pas non plus le temps de renégocier des clauses exhaustives. Là, ce que vous voulez, c'est assurer une continuité des opérations chez vous, d'abord et avant tout. Et il faut que le fournisseur, il faut jouer à net avec eux autres. Il faut qu'ils comprennent, là, c'est quoi son rôle chez vous à ce moment-là. Et puis ensuite, évidemment, il va devenir un fournisseur actif. Donc, tout ce que Réal a dit auparavant va devenir valide là, pour mettre en place un suivi pour les fournisseurs actifs. Donc, lui, c'est le plus simple. C'est des gens qu'on connaissait déjà. Ensuite de ça, si je n'ai pas déjà d'autres sources alternatives, on devrait faire une recherche d'un nouveau fournisseur pour des produits qu'on connaît déjà. Donc, déjà, j'ai un niveau de complexité qui est supplémentaire. Il y a plusieurs sources potentielles pour ces fournisseurs-là. Évidemment, il y en a que vous connaissez déjà, vous ne les avez juste jamais utilisés. Il y en a qui viennent de références d'un client. Il ne faut pas négliger ça. Surtout dans les grandes chaînes d'approvisionnement, on voit qu'il y a des listes de fournisseurs qui sont préapprouvés. Peut-être que vous n'avez jamais fait affaire avec eux autres, mais c'est des gens qui sont plus facilement développables parce que souvent, ils vont avoir tous les prérequis. Ensuite de ça, tout ce qui s'appelle référence de vos fournisseurs, autres fournisseurs, et vos sous-traitants de deuxième rang. Donc, si, admettons, vous commandez une pièce chez quelqu'un qui, lui, l'envoie pour un traitement thermique, par exemple, la personne du milieu a fait défaut, bien, la personne qui est 2 rangs en bas de vous est peut-être capable de vous référer quelqu'un d'autre qui possède les bonnes capacités également. Donc, c'est des sources à considérer. Les concurrents, les références des concurrents. En temps de crise, les gens sont compréhensifs. Attendez-vous à devoir faire un retour d'ascenseur, par contre, mais c'est un échange de bons procédés. Et puis, finalement, tout ce qui s'appelle recherche. À ce moment-là, c'est des gens qu'on ne connaît pas dans un marché qu'on connaît peut-être moins. Donc là, il faut faire appel à des sources fiables, des associations qui ont des bonnes bases de données de fournisseurs, qui peuvent vous guider, vous référer directement à des gens qui connaissent bien, ou encore des sites spécialisés qui vous permettent d'aller faire une recherche. Au niveau de l'entrée de nouveaux fournisseurs, la démarche, bon, évidemment, il va y avoir de contacter, mais il faut considérer ici qu'on est dans une situation d'urgence. Je sais qu'il y a des marchés comme, admettons, l'aéronautique, le médical, où c'est très, très fortement normé, mais il faut adapter sa façon pour avoir une démarche accélérée d'acceptation. Aujourd'hui, on sait qu'on ne peut pas visiter les gens nécessairement, donc c'est un élément qui va être à considérer. Nous, par exemple, chez STIC, en ce moment, là, on fait des diagnostics d'entreprise. J'en ai d'ailleurs un demain à effectuer, puis on les fait à distance. Donc, il y a des outils à mettre en place, il y a des options à considérer. Donc, dans la démarche d'acceptation accélérée, il y a les non négociables, comme les certifications, l'application de normes, c'est obligatoire.
Vous allez valider les prix, les délais, les capacités pour vous assurer de coordonner chez vous également, puis rencontrer vos objectifs. Il y a des choses pour lesquelles vous allez devoir passer plus rapidement ou autrement. Donc, tout ce qui s'appelle vérification de plan de contingence, des antécédents, des solidités financières, etc. On se doute que c'est perturbé en ce moment. Ce n'est pas le temps d'aller faire une vérification exhaustive. Vous aurez la chance de vous rattraper par la suite. Et puis finalement, des références. Les références vont être un bon indicateur à ce moment-ci, plutôt que de faire des études exhaustives, encore une fois. La validation, Réal en a commencé à parler là, avec l'ingénierie pour s'assurer que les produits puissent répondre à la demande et aux exigences. Puis en fait, vous allez finir par conclure une entente puis mettre en place le suivi, comme précédemment. Donc, c'était vraiment la deuxième façon de faire qui est la moins compliquée. La plus compliquée, c'est évidemment et la plus coûteuse, avec le plus d'incertitude également. Il faut calculer le risque à le faire. C'est tout ce qui s'appelle solutions et produits alternatifs. Ça, c'est vraiment quand les produits auxquels on est habitué ou les services auxquels on fait appel d'habitude ne sont pas disponibles. Mais il va falloir déterminer à quel point c'est nécessaire chez vous. Et puis encore là, il y a des niveaux de nouveaux produits. Dans certains marchés, on appelle nouveaux produits même si c'est juste une nouvelle source d'approvisionnement. Par exemple, dans l'usinage, tu changes d'usineur, tu changes de machine, puis il y a une requalification complète à faire. Tout ce qui s'appelle procédé de fabrication, les matériaux, puis enfin, carrément, un redesign complet qui pourra avoir un impact, évidemment, sur d'autres pièces. Donc, c'est pour ça que si vous changez des pièces, par exemple, si vous changez une vis, bien, vous allez peut-être devoir changer sa base d'accueil au niveau du design, ce qui va induire un temps supplémentaire et puis qui va se répercuter sur toute une chaîne d'approvisionnement qui vient avec. Donc, les niveaux doivent être considérés. Les sources, vous avez vos fournisseurs actuels, vos fournisseurs de relève, vos nouveaux fournisseurs. Tout le monde peut vous fournir des nouveaux produits. Puis tantôt, Réal vous disait d'être à l'écoute des solutions des gens. Bien, ça passe par ici aussi. Et puis, dans tous les cas, vous allez avoir une démarche là, qui est à faire, qui passe principalement par l'ingénierie. Ceci dit, la démarche globale, c'est d'abord de valider les étapes d'approbation en fonction de votre secteur, de votre marché, puis des normes qui vous régissent. Ce que vous ne voulez pas faire à ce moment-là, c'est avoir impliqué votre compagnie là, dans au niveau légal, d'avoir une répercussion ou une vulnérabilité là, si vous ne rencontriez pas les standards de l'industrie. Vous allez impliquer l'ingénierie dans la démarche. C'est à eux autres d'évaluer tous les impacts des changements proposés. Des fois, un simple procédé change les propriétés mécaniques ou les fonctionnalités. Donc, c'est important qu'eux fassent toutes les études d'impact nécessaires avant d'acheter. Ça vient aussi jouer dans les priorités d'achat. Donc, il y a une boucle à installer là-dedans. Dans tous les cas, on vous conseille de conserver les ententes commerciales au niveau des approvisionnements. Donc, ça n'est pas à l'ingénieur de dire « oui, je t'en achète 500 pour tel prix ». Ça, c'est une implication commerciale de l'entreprise. C'est quelque chose qui doit être géré par les approvisionnements. Une fois que les produits auront été approuvés à l'interne, c'est important d'obtenir les approbations du client. Dans certains cas, il va y avoir toutes sortes de dérogations à faire. C'est important d'en assurer la traçabilité. Tantôt, on disait on va assurer la traçabilité sur les modifications sur la gestion des stocks. Et c'est aussi, la traçabilité doit être établie sur la gestion des produits en tant que tels pour s'assurer qu'on ne gardera pas de stock inutile à l'avenir en inventaire. Ou encore, si on décide de revenir à la normale, de revalider tous les impacts. Parce que si on a changé un élément, comme tantôt notre fameuse vis qui changeait un trou, qui changeait toute une chaîne d'approvisionnement, si au retour à la normale, je ne change que la vis,
sans rechanger la plaque, je vais avoir des problèmes plus tard. Donc, il faut avoir une traçabilité. Et puis, finalement, de suivre la première production. Je vais passer plutôt rapidement sur le reste parce qu'il nous reste un peu moins de temps. Au niveau du contrôle des intrants et l'inspection à la réception, ce qui est important de retenir, c'est de renforcer le processus d'inspection à la réception, de prédéterminer tout ce qui est action à entreprendre quand un produit va être non conforme. La plupart ont des systèmes qualité qui sont assez exhaustifs dans les grandes chaînes d'approvisionnement. Ce n'est pas le cas partout. Si vous n'en avez pas, allez mettre une approche structurée en place où vous allez avoir un canal de communication officiel pour faire le suivi de l'inspection à la réception. C'est important d'avoir une approche systématique pour assurer là, que les approvisionnements soient automatiquement mis au courant puis corrigés de tir. On va s'assurer d'accélérer la prise de décision le plus possible. Donc, quand on reçoit une pièce, c'est important là, de s'assurer des données de base immédiatement parce qu'en gestion de crise, souvent, la pièce qu'on reçoit, elle est juste à temps. Donc, elle ne peut pas souffrir là, d'attendre un délai d'inspection là, avant d'aller sur le plancher. Tout ce qui s'appelle gestion de non-conformité, normalement, là, on va impliquer le fournisseur. Je sais qu'il y a beaucoup de compagnies qui ont tendance à faire des retours, etc. Et si en gestion de crise, on vous demande de revoir la philosophie, on vous conseille réellement de considérer la rapidité d'exécution puis les coûts directs. C'est beaucoup plus coûteux là, de dire je renvoie une pièce puis j'arrête ma production que de dire je vais procéder autrement. Donc, tout ce qui s'appelle correction, dérogation, modification, une utilisation temporaire, quitte à remplacer plus tard, tout pour éviter une rupture au niveau des opérations. Et puis, tout ce qui s'appelle enquête, évidemment, on veut accélérer ça également. Ce n'est pas le temps des solutions à long terme, c'est surtout le temps de privilégier la pérennité de l'entreprise là, à court terme parce qu'on justement, on est en situation d'urgence. Finalement, au niveau du retour à la normale, on sait que ça ne va pas être instantané. J'ai vu passer une question là-dessus. Là. Le retour à la normale, ce qu'on appelle retour à la normale, c'est surtout le déconfinement. Ce n'est pas nécessairement un retour à la normale comme si les gens pouvaient utiliser leurs anciennes études de marché 2019. Il va falloir assurément là, réétudier la chose et puis revoir là, les projections. Il faut prévoir une reprise graduelle des activités, mais il faut aussi et surtout anticiper une variation des demandes par rapport à l'avant-crise. Donc, ça va avoir des impacts pour l'entreprise et pour les approvisionnements. Pas mal la même structure en place au niveau du retour à la normale, là, de comprendre la situation, vente, opération, approvisionnement, finances, de revoir les stratégies générales de façon temporaire, mais de façon déjà un peu plus prolongée que la gestion de la crise. Et puis, de conserver, là, nous, on conseille de conserver une structure de suivi de communication pour l'évolution de la situation. Il y a plusieurs entreprises qu'on visite qui vont avoir un comité de direction, admettons, mensuel. Tant pendant la crise que pour la gestion du retour à la normale, là, on suggère réellement d'avoir une cellule de commande là, qui va se réunir à haute fréquence pour suivre l'évolution. Évidemment, vous pourrez distancer dans le temps ces rencontres-là, mais dans l'immédiat, de conserver la structure que vous aurez mis en place pour la gestion de crise serait la bonne chose à faire. À moyen et long terme, évidemment, revoyez vos plans stratégiques et votre développement des affaires parce que la situation va avoir évolué. Pour les approvisionnements, on établit les priorités en fonction des fournisseurs, des produits clés, de la planification générale des opérations. On considère le nouveau calendrier de production suite au déconfinement.
Ensuite de ça, on va constituer puis suivre un plan d'action. Réal, tantôt, avait parlé de traçabilité des changements. Il va falloir les inclure justement dans ce plan d'action-là. Tout ce qui s'appelle canaux de communication, les suivis avec les fournisseurs, on garde ça en place. On trouve des sources alternatives d'approvisionnement. Il y en a qui étaient temporaires, vont peut-être devenir permanentes. Il y en a qui vont réouvrir. Donc, il faut rebalancer nos chaînes d'approvisionnement, puis coordonner les approvisionnements avec les autres activités de l'entreprise. Réal, je te laisse au post-mortem. Merci, Pierre-Laurent. Donc, avec tout ce qui s'est dit dans les dernières minutes, ce qui est important et qu'est-ce qu'on oublie souvent de faire, c'est justement un post-mortem. On est revenu à une certaine normalité, on est bien content, puis go, 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 on accélère la production et ainsi de suite. Cependant, écoutez… Réal, tu as 2 minutes. Hein? Tu as 2 minutes. J'ai 2 minutes? Yes, sir. OK. OK, on va faire ça vite. Un point que je veux vous amener à prendre conscience, c'est que des éléments de force majeure, des éléments comme on vit présentement, c'est de plus en plus fréquent. C'est pour ça que je voulais dire qu'on n'est pas des prophètes de malheur, là, mais ça va arriver de plus fréquent. Puis sans que ça soit aussi grand que c'est là présentement, on fait juste penser au blocus qu'il y a eu du CN dernièrement qui a causé une interruption des chaînes d'approvisionnement. Donc, c'est des éléments de force majeure qu'il faut prendre aussi en considération. Donc, dans le post-mortem, des questions simples. Je ne veux pas répondre aux questions, mais c'est juste des éléments pour vous amener à réfléchir. Un, Pierre-Laurent disait tantôt, est-ce qu'on a un plan de contingence en lien avec notre chaîne d'approvisionnement? Avions-nous une structure de communication efficace et facilitant la prise de décision dans un contexte de situation qui s'implique? L'information nécessaire était-elle accessible? Est-ce qu'on comprend la dépendance de notre chaîne d'approvisionnement en tant que telle? Pierre-Laurent, peux-tu passer à l'autre, s'il te plaît? Bien sûr. Merci. OK. Est-ce qu'on connaît l'analogie d'une chaîne? Est-ce qu'on connaît le maillon faible de notre chaîne d'approvisionnement? Puis si oui, sommes-nous en mesure de le diminuer, de l'éliminer ou de le transférer? Quel est le niveau de maturité de notre chaîne d'approvisionnement? On a-t-il une chaîne d'approvisionnement qui est flexible, qui nous permet de nous adapter à toute éventualité, toute réalité du marché? Et aussi, en dernier, Pierre-Laurent le disait d'entrée de jeu, entre 30 et 80 d'un chiffre d'affaires, c'est des achats. Donc, si on prend juste un élément de compréhension qui est 50 si vous faites 10 millions, 15 millions, 100 millions de chiffre d'affaires, mais sur 100 millions de chiffre d'affaires, il y a 50 millions qui est des achats. Donc, est-ce que notre chaîne d'approvisionnement, de la façon qu'elle est structurée présentement, est en mesure et a la capacité de saisir de nouvelles opportunités d'affaires? Donc, sur ce, je pense qu'on va revenir avec Cindy sur la portion des questions. On avait vu qu'il y a quelques questions en tant que telles, Cindy. Là, Oui, bien, rebonjour tout le monde. Écoutez, on a dépassé un petit peu dans le temps. Donc, juste vous rappeler pour ceux qui n'étaient pas là au début qu'on va vous envoyer la présentation dans quelques minutes avec le sondage de satisfaction. Si jamais vous avez des questions, vous n'avez pas eu la chance de les poser, n'hésitez pas à nous les envoyer par courriel. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Donc, là, il est 2 heures. On peut quand même peut-être poser une ou 2 questions. Puis, ceux qui ont besoin de quitter, ben, allez-y, il n'y a pas de problème. On a débordé, là, on comprend. Donc, peut-être une question pour vous deux, messieurs. Pouvez-vous nous donner des exemples de KPI liés à l'approvisionnement en ce temps de crise? Laurent, tu veux-tu débuter? Oui, mais en fait, ce n'est pas juste au niveau des approvisionnements qu'il faut avoir des KPI, parce qu'il faut comprendre là, que les approvisionnements, c'est un service là, pour les opérations et pour l'entreprise. Donc, au niveau des KPI, je débuterai là d'abord au niveau de la production. Il faut connaître nos besoins et puis notre consommation de matériel et toutes nos projections. Donc, les premiers KPI là, qui me viennent à l'esprit, c'est les unités produites, tout ce qui est en cours et puis notre consommation, nos pertes. Donc, ça, c'est des choses qui doivent être maîtrisées de façon très directe en termes d'unités. Donc, ce n'est pas une mesure globale qu'on devrait avoir. Peut-être faire une segmentation là-dedans là, serait utile là, pour différencier là,
Si je fais des pertes dans des produits critiques, je devrais les connaître immédiatement là, pour être en mesure là, de vérifier que les approvisionnements puissent ajuster le tir. Donc, ça, c'est vraiment un premier indicateur au niveau de l'entreprise. Ensuite de ça, au niveau des approvisionnements, là, moi, j'irais avec des indicateurs qui nous déterminent les impacts sur les liquidités. Qu'est-ce que les approvisionnements vont réussir à dégager ou qu'est-ce qu'elles vont impliquer aussi au niveau de l'entreprise. Donc, ça, ce sont des indicateurs financiers qui doivent être directs et suivis, je dirais, de façon très, très serrée. Donc, les dollars de commande, les volumes de commande là, doivent être connus de façon très directe également. Et puis, donc, c'est vraiment à chaque entreprise, là, je voyais d'autres questions là, qui touchaient les salles OBIA et autres. Là. Ce qui est important, là, c'est d'aller s'entendre que les indicateurs composés ne sont pas nécessairement les bons indicateurs actuellement. Si c'est la livraison à temps, votre principal indicateur, c'est beaucoup trop vague. Vous ne verrez pas à ce moment-ci, vous ne pourrez pas aller faire un plan d'action sur un indicateur qui est aussi global que celui-là. Vous devez avoir des indicateurs qui vous donnent, qui vous mènent directement au plan d'action. Donc, est-ce que ça répond à la question? Si tu me permets, Pierre-Laurent, rapidement aussi, c'est que pour déterminer les indicateurs de performance au niveau des approvisionnements, je pense qu'il y a un élément aussi d'analyse qui se doit d'être fait dans l'organisation, à savoir quels sont les grands objectifs de l'organisation dans cette situation-là et de là, regarder les propres KPI de l'organisation et d'en élaborer au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Très souvent, dans des temps standards, oui, l'élément coût, l'élément financier est excessivement important, plus en temps de pandémie ou en situation de crise. Donc, la liquidité est hyper importante. Donc, c'est des éléments qui peuvent être pris en considération. Mais l'autre aussi, c'est que les KPI, on peut les scinder en deux. On peut avoir des KPI qui sont autant quantitatifs que des KPI en termes de KPI qualitatifs. Si on parle de gestion de fournisseurs, est-ce que votre fournisseur était j'ai juste l'anglicisme, le responsiveness, son niveau de collaboration, son niveau d'implication, ainsi de suite. Au niveau de la charte d'une évaluation de fournisseur, on peut développer des KPI à ce niveau-là. Parfait. On espère que ça répond bien à la question. Maintenant, une autre question peut-être, c'est de Guillaume Chrétien. Selon vous, quels seront les impacts de cette crise sur la chaîne d'approvisionnement? Assisterons-nous à une réorganisation de l'international vers le national et le régional? Ça, je vais me permettre de répondre à ça. Avant la crise, on se faisait appeler souvent pour évaluer la stratégie achat, aller chercher des réductions de coûts, et ainsi de suite. Et très souvent, la première réaction de nos clients, c'est « OK, on s'en va en low cost ». Là, ça peut être la Chine, ça peut être l'Honduras, ça peut être le Vietnam, le Sri Lanka, peu importe. OK? Et j'avais toujours 4 questions à poser dans cette réflexion-là. Et les 4 questions étaient les suivantes. 1. Est-ce qu'on a de bons volumes? Est-ce qu'on a le bon produit? Est-ce qu'on a le cash flow? Est-ce qu'on a les connaissances logistiques et la main-d'œuvre logistique? Et aujourd'hui, avec ce qu'on vit, okay, je vais rajouter une 5e question. La 5e question est la suivante. Avez-vous un plan B? Le plan de contingence qu'on a parlé, que Pierre-Laurent a mis de l'emphase, c'est un élément de plus en plus qui va faire sens dans nos chaînes d'approvisionnement. Est-ce qu'il va y avoir une réorganisation plus à l'international que vers le national et le régional? Je vous répondrai en 2 temps. Premier temps, la réponse est oui, il va y avoir un changement. Okay? Sans être un devin, il va y avoir un changement. Les gens vont vouloir s'approvisionner plus au niveau régional, au niveau national. Okay? L'international, nos amis à côté, Mexique, États-Unis, ça va rester quand même comme ça. Mais est-ce que ça va durer dans le temps? Je me questionne moi-même. Là. Parce que dans 6 mois, dans 8 mois, dans 1 an, ça se peut qu'on retrouve la normalité de la chaîne d'approvisionnement telle qu'on la connaissait avant.
mais ce qui va faire la différence entre une maturité de chaîne d'approvisionnement versus une autre, c'est le plan de contingence. Et même le plan de contingence dans des temps normaux devait s'appliquer, doit s'appliquer. Parce que si vous commandez de la Chine, ça prend 7 à 8 semaines, 9 semaines. Vous recevez votre container, vous ouvrez le container, bien, soit que le stock est pourri, soit que le stock est rouillé et ainsi de suite. Tu sais, votre fournisseur chinois, il va vous dire pas de problème, il va te le remplacer, mais ça prend un autre 6, 7, 9 semaines. Qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? Donc, il y a un élément de coût de l'option aussi à prendre en considération dans la nouvelle façon de voir les chaînes d'approvisionnement. Pierre-Laurent, tu voulais-tu ajouter quelque chose ou c'est bon? Non, je pense que c'était assez complet. Ouais. Ce qu'il va falloir faire, là, ça va surtout être de revalider au niveau des chaînes d'approvisionnement principales quelles sont les attentes. Parce qu'au niveau de la gestion du risque, je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui avaient peu ou pas de planification à ces niveaux-là. Donc, les grands donneurs d'ordre vont probablement ajuster le tir éventuellement là, pour exiger là, que les gens aient une gestion de risque au niveau des approvisionnements très particulière. Donc, dans ce sens-là, il va falloir voir là, quelles sont les exigences qui vont être émises et qui vont aller influencer l'ensemble des chaînes de sous-traitance là, au Québec ou à l'international également. Les gens ne pourront plus vivre nécessairement, vont plus accepter des niveaux de risque comme actuellement, où il y a eu des chaînes qui ont été complètement arrêtées parce que il était tout d'un coup impossible de se procurer un article en particulier. Parfait. Donc, je pense que si tout le monde est d'accord, on pourrait mettre fin au webinaire. Je sais qu'il y a quelques questions encore en suspens. Je vous inviterai à nous les poser dans le courriel lorsqu'on vous enverra le sondage, à moins que messieurs, vous aimeriez répondre à une de ces questions-là. Oui, il y en a juste une à laquelle j'aimerais répondre, là, spectateur anonyme. On parlait de cellules de gestion de crise. Qui est important à les mettre en place. Là, la méthode OBEA, qui commence avec un O, d'ailleurs, ici, avec un H, OBEYA. C'est une méthode là, qui est utilisée principalement en gestion de projet. Les cellules de crise, là, il y a 3 éléments à considérer dedans qui sont, premièrement, d'avoir un mur qui est réservé là, aux objectifs puis aux résultats. Donc, c'est là qu'on va venir vraiment donner les mandats puis suivre au fur et à mesure. Normalement, là, les indicateurs principaux là, devraient se retrouver sur ce mur-là. Il y a un mur qui est réservé au plan d'action. Puis, c'est vraiment au niveau de l'organisation pour s'assurer de la coordination de tous les efforts de chaque membre. C'est là qu'on va déterminer qui sont les responsables, quelles sont les actions à prendre, quels sont les dossiers à suivre. Puis finalement, le dernier mur est réservé aux problématiques. Qu'est-ce qui est important aujourd'hui? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Sur quoi? Qu'est-ce qui me préoccupe là, en ce moment? Donc, dans une salle, dans un war room là, de type OBEA, là, ça, c'est les 3 principaux murs. Évidemment, une salle a un 4e mur. Le dernier mur, là, il va être réservé à tout ce qui s'appelle travail et créativité. Lui, on le remet blanc tous les jours. Là. Puis tout ce qui en ressort se retourne vers les 3 autres murs. On vient les inclure dedans, tout simplement. Puis il faut avoir une personne qui est en charge de ce war room-là, là, de ce poste de commandement-là. Et puis, si vous n'avez pas quelque chose qui est organisé comme ça, assurément là, qu'il va vous manquer de l'information là, à un moment donné ou qu'il va y avoir des actions là, qui vont tomber dans la craque éventuellement. Parfait. Donc, sur ce, je pense qu'on va mettre fin à ce webinaire en espérant que vous ayez apprécié notre présentation. On vous invitera à nous répondre dans le sondage de satisfaction qui va suivre dans quelques minutes.
Donc, merci, messieurs, pour la conférence très intéressante. Merci à vous pour votre participation et au plaisir de vous revoir bientôt pour un autre webinaire. Merci. Merci.